Alors, il faut que je vous parle de contre-culture. J'ai créé contre-culture, contre l'avis de tous d'ailleurs à l'époque, parce que je sentais qu'il fallait, si on voulait avoir une indépendance politique réelle, qu'il fallait aussi qu'on ait une indépendance économique. Donc j'ai pensé à ça en premier lieu. Hein. Et je fais exprès de mettre les pieds dans le plat parce que nous sommes dans une tradition, je dirais, française qui a son charme, mais qui a ses inconvénients, qui est de toujours penser que l'argent est sale. Et bon, ça c'est sans doute un côté chrétien, c'est vrai, la difficulté d'aller au ciel pour les riches. Hein, c'est dans les évangiles, hein, sur le chameau et le pas de l'aiguille. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Il y a ça, et puis aussi un vieux fond de gauchisme, parce que même si on nous traite de nazis, en fait on est souvent issus du gauchisme, moi aussi, et qu'on pense toujours que l'argent c'est sale, mais par contre que c'est bien que ce soit l'État ou papa qui nous le donne. Hein. En général, c'est le fond. Je dirais que c'est l'idéologie de fond de tout le gauchisme français. Hein. Voilà. Et je me suis rendu compte, moi, que les limites de l'honnêteté politique, très souvent chez les gens que j'avais fréquentés et connus, étaient liées à l'indépendance économique. C'est-à-dire que presque tous les gens que j'ai connus dans le militantisme, on va dire, d'insoumission, étaient soit liés au Parti communiste, et tout ça était lié aussi à une manne qui venait de ce qu'on appelle le partage issu du CNR entre gaullistes et communistes, pour ceux qui s'intéressent, hein, les comités d'entreprise de la SNCF ou d'EDF, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une époque où l'argent coulait à flot pour le militantisme communiste, mais même moi j'en ai profité à une époque, parce que j'ai pu réaliser un court-métrage qui s'appelle Les Rameurs, grâce à l'argent du parti, à l'époque où j'étais au parti. Donc c'est bien d'avoir cette conscience-là. Et puis après, quand il y a eu l'effondrement de l'URSS et que tout ça est tombé, ben on voit que le PC, finalement, a perdu même les moyens, je dirais, de son indépendance critique, pour devenir une simple roue de secours du Parti socialiste, et abandonner tous ses fondamentaux, par exemple. Hein. On ne parlait plus de lutte des classes, ni de travailleurs, on parlait des jeunes, des gens. Vous voyez, donc il y avait vraiment un lien entre l'effondrement idéologique et la fin de l'indépendance économique. Hein. Et ça, c'est... moi qui viens on va dire de l'extrême gauche, en réalité, j'ai eu beaucoup de mal à admettre et à faire l'effort de comprendre que pour avoir l'indépendance et donc le courage idéologique, il fallait l'indépendance économique. Et celui qui m'a fait comprendre ça, je vais lui rendre hommage ici, c'est Dieudonné, tout simplement. Je me suis dit, d'où vient l'incroyable courage de Dieudonné, qui pense la même chose que moi, mais qui ose le dire alors que moi j'ai un peu de mal? Et ben c'est que Dieudonné avait, depuis très longtemps, pour des raisons qui lui étaient propres, construit son indépendance économique par rapport au monde du spectacle. Et c'est ce qui lui a permis, et ce qui lui permet encore aujourd'hui de tenir. Et d'ailleurs, vous remarquerez, si on prend cet exemple, que Dieudonné est systématiquement attaqué sur la question de l'argent. Ouais. On sous-entendrait que ça serait un délinquant, parce qu'il est autonome économiquement. Hein. Ce qui veut dire en fait qu'un délinquant, c'est quelqu'un qui est autonome économiquement. Quand vous êtes soumis à toute la structure officielle du show business, on ne vous pose plus jamais de question d'argent. Hein. On ne vous reproche pas d'en gagner, vous voyez. On ne reproche pas à Gad Elmaleh de gagner de l'argent et même à faire des publicités pour la banque, vous voyez, parce que c'est conforme à l'idéologie dominante. Et donc, fort de cette réflexion, je me suis dit, il faut qu'on ait notre indépendance économique aussi pour pouvoir grandir, parce qu'on avait cette question de comment les limites du militantisme, on va dire, bénévole, c'est que le bénévolat se heurte très souvent à la question de la survie, donc ça se fait pendant les heures de loisirs, et puis il est difficile d'exiger quelque chose d'un bénévole. On est obligé d'attendre. Et par exemple, pour le journalisme, moi qui ai beaucoup travaillé dans le journalisme, ce qui est pratique, c'est d'exiger, de commander un article. Et pour commander un article, par définition, c'est pas pareil que quelqu'un qui vous propose un article. Quelqu'un qui vous propose un article, c'est quelqu'un qui vous propose ce qu'il a fait pour se faire plaisir, et qui a envie que vous lui fassiez plaisir en le publiant. Ça, en général, 9 fois sur 10, ça n'a aucun intérêt, quoi, je veux dire, parce que... Et l'intérêt, en général, c'est de dire à Marion, tiens, est-ce que tu pourrais pas nous pondre un livre sur tel et tel sujet, parce que c'est stratégique aujourd'hui, si on veut comprendre la manipulation actuelle, de comprendre le mensonge des Lumières, hein, mensonge relatif, mais mensonge important, et à un moment donné, pour que la personne vous réponde, oui, je veux bien le faire, c'est oui, mais est-ce que tu me donnes les moyens de le faire économiquement? Parce que nous ne sommes pas tous rentiers, comme vous vous en doutez, et en général, quand on est un peu dissident, on est sorti souvent des circuits traditionnels de financement auxquels on ne pense pas, qui sont les financements d'État, c'est-à-dire éducation nationale, puisque c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
Donc, fort de cette analyse, je me suis dit, il faut, si on veut pouvoir produire de la critique politique autonome, donc pertinente, il faut créer un modèle économique et qui corresponde en plus au but. Et le but, c'était quoi? C'était de faire de la réinformation et de produire, je dirais, de la contre-culture, c'est vraiment le mot, pour essayer d'aller contrer la culture de masse, la culture officielle actuelle, qui donne l'illusion aux gens d'accéder à la vérité et qui, en général, les amène sur un terrain de soumission par un mensonge assez subtil. Et c'est vrai que moi-même, je me suis rendu compte que chaque fois que je pensais connaître un sujet sans l'avoir étudié, et simplement en ayant me dit je le connais puisque ça m'est passé entre les mains par l'école, l'université, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais que l'idéologie dominante sur le sujet, et que chaque fois que je ne me suis pas posé de questions, je me faisais avoir d'une certaine manière. C'est-à-dire sur chaque sujet, chaque fois que je ne m'étais pas posé de questions précises, que je n'avais pas mis en question ce sujet-là, en fait, je me faisais dominer par l'idéologie dominante. Ce qui veut bien dire que souvent, on se pose des questions sur des sujets précis, et on n'admet pas que finalement, il faut se poser des questions sur tous les sujets. En fait, on ne ment pas juste sur le sujet qui nous intéresse. En réalité, il y a du mensonge relatif absolument sur tous les sujets. Et ça donnait l'idée à un moment donné qu'il fallait monter une maison d'édition, pouvoir rémunérer les gens et fonctionner dans un modèle économique aussi pour éditer et vendre, parce qu'il faut que ça circule, et en plus pour pouvoir traiter de plus en plus de sujets, c'est-à-dire grandir. Et c'est comme ça que, à partir des militants d'égalité et réconciliation, effectivement on était tous bénévoles, on s'est dit on va monter contre-culture, ça va permettre de faire de l'édition, de la réinformation, de rémunérer les gens qui travaillent avec nous, et de nous rémunérer aussi. Il faut savoir aujourd'hui que grâce à Contre-Culture, on rémunère de façon permanente, que ce soit auto-entrepreneur ou salarié. J'ai regardé les bilans, puisqu'on fait les bilans en ce moment, une trentaine de personnes. La création de Contre-Culture, c'est tout ça à la fois. C'est faire de la réinformation et de l'édition de livres qui ne trouveraient pas d'éditeurs chez les éditeurs classiques. Marion Sigaud elle a réussi à se faire éditer quelques livres, mais jamais à les vendre d'une certaine manière. Ça. Et on lui a toujours pourri. C'est au niveau médiatique que ça oui, on t'a toujours édité et en même temps fait en sorte que tes livres ne se vendent pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur auquel je suis resté fidèle et avec qui je travaille toujours, qui est Frank Spengler, et qui est très atypique parce que c'est un éditeur de littérature érotique. Et j'ai préféré rester chez lui parce que ça lui a donné, comme il n'est pas dans le milieu de l'édition politique, ça le rendait imperméable aux manipulations. Parce qu'effectivement, c'est un paradoxe, mais quand on vit du cul, d'une certaine manière, on peut échapper aux pressions politiques. Vous voyez, il y a un sens à tout ça. Alors que quand on est immergé dans l'édition politique, on est très 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 sensible et tributaire, notamment du réseau de promotion. Parce qu'il faut bien comprendre que la grosse fragilité de l'édition, c'est la distribution et la promotion. N'importe qui peut éditer et faire éditer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu récemment des gens qui se sont un peu agacés contre moi parce qu'ils ont essayé de faire de l'édition comme moi, donc ils ont dépensé de l'argent pour éditer des livres. Mais le problème, c'est que pour passer de l'édition à la distribution, à la diffusion et à la médiatisation, c'est tout autre chose. Et c'est ça aussi qu'on a mis en place, c'est-à-dire la synergie entre Égalité et Réconciliation, qui est un site qui est officiellement aujourd'hui le premier site de réinformation de France et qui touche 150 000 personnes uniques par jour, ce qui nous met au-dessus des journaux papier comme Libération, Le Monde, ce qui nous met au-dessus de sites concurrents comme Rue 89 ou Mediapart, vous voyez. Donc on a atteint ce haut niveau. Donc on a cette synergie entre Égalité et Réconciliation, site de réinformation, et Contre-Culture, maison d'édition. On va essayer de continuer à faire grandir. Et ce qui fait qu'on a réellement, par cette logique de réseau, de solidarité et d'économie, on va dire une réelle puissance, un réel impact, c'est-à-dire une réelle indépendance et un réel impact, et qui s'inscrit effectivement dans la durée, avec effectivement le contre-coup de tout ça, qui sont des attaques de plus en plus violentes et de plus en plus pernicieuses du système. Ça va du contrôle fiscal au procès pour nous interdire de vendre des livres. Et vous savez, si vous suivez, que récemment on a gagné un procès important qui était un procès sur le fond que nous a tenté la LICRA pour nous interdire d'éditer certains livres, notamment le dictionnaire de Blanc-Rue, qui est un dictionnaire de citation.
Et là, nous avons gagné sur le fond, c'est-à-dire que le tribunal, comme quoi on est quand même un peu dans un état de droit. Il faut dire que même si c'est un état de droit qui est bafoué, manipulé en permanence, on ne peut pas dire que c'est une dictature stricte. Hein. C'est pas une démocratie de marché et d'opinion, c'est pas une dictature militaire. C'est plus subtil que ça. Et heureusement, ça veut dire que on n'est pas encore assassiné, on ne vient pas encore vous chercher à 5h du matin pour vous mettre dans un coffre de voiture. Mais par contre, il y a toute la perversité effectivement de ce système légal qui est que pendant 1 an au moins, on n'a pas pu vendre ce livre parce qu'on avait perdu en première instance un procès qui paraît entièrement contraire à la loi. Et ça nous a empêché de vendre un livre pendant 1 an. Et alors la loi il faut comprendre que la loi, c'est quelque chose de très lent et de très cher, vous voyez, donc ça c'est pareil. Pour pouvoir faire face, en ce moment j'ai je crois 14 procès en cours, pour pouvoir faire face à ce genre de violence légale, il faut une solidité économique. Hein, aujourd'hui, Égalité et Réconciliation et Contre-Culture ont 2 avocats à plein temps. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir rémunérer 2 avocats à plein temps, parce que la justice coûte cher, bien sûr. Hein, il n'y a pas de justice gratuite, ne croyez pas ça, hein, c'est une escroquerie, le commis d'office, etc., c'est une plaisanterie hein, pour le cinéma de gauche, mais ça n'existe pas dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est ça l'idée contre-culture, c'est faire de l'édition qui fait en même temps rentrer de l'argent, qui permet par cette maison d'édition de financer, de rémunérer des gens qui sont aussi des permanents. Il y a une capillarité entre ER et contre-culture, c'est-à-dire de pouvoir payer des permanents aussi pour notre organisation, qui aussi permet de fonctionner en réseau, c'est-à-dire de ne pas être des individus seuls, parce que l'individu seul ne peut rien faire, c'est aussi une chose que j'ai compris par des années de pratique, c'est qu'il faut fonctionner en groupe, et il faut être solidaire, parce qu'un individu seul peut être très courageux, en général s'il est tout seul et qu'il s'attaque au système, il s'épuise très vite. Et soit il passe dans la radicalité délirante, on en a des exemples récemment, hein, soit il se retire du jeu, parce qu'en fait, physiquement, psychologiquement, socialement, un individu seul ne peut pas tenir en attaquant frontalement le système. C'est une certitude, même s'il est héroïque, son héroïsme se finit par se retourner contre lui, il explose en vol. Par contre, quand c'est 20 personnes qui se partagent la tâche, c'est pour ça que moi j'ai toujours incité, comment dirais-je, à la cooptation dans la dissidence, et à ce que j'appelais multiplier les fronts. C'est le principe des tireurs, vous voyez, quand vous sortez de la tranchée tout seul, on vous abat. S'il y a 20 personnes qui sortent en même temps, il y en a un certain nombre qui vont survivre. Et ça a toujours été mon idée, malheureusement qui a parfois été trahie, mais c'était d'essayer de multiplier effectivement les dissidents. Mais s'il y a eu des trahisons, c'est parce qu'il faut multiplier les dissidents, mais qu'il faut soit reliés dans un réseau. Il faut qu'ils soient solidaires et des obligations de réciprocité et d'échange. Si c'est des individus qui s'additionnent comme ça devient souvent des compétitions d'ego, et ça finit par des rivalités mimétiques que vous connaissez, des jalousies, et ça termine dans des choses qu'on voit en ce moment assez lamentables, et dont se réjouit effectivement le système. Et ça, je fais remarquer que chaque fois qu'on fonctionne de façon disciplinée, en réseau, avec des vraies réciprocités basées sur des rémunérations, des contrats, des choses comme ça fonctionne bien, c'est pérenne, c'est solide. Et dès que c'est comment dirais-je, à la sauvage comme ça finit en général dans un chaos. Donc c'est cet aspect-là sur lequel je veux insister, et Marion Sigaud est un très bon exemple de la réussite de Contre-culture, parce que c'est un auteur de qualité que j'ai rencontré un peu par hasard. Non, je t'ai cherché. Oui, tu m'as cherché. Les hasards de la vie, on va dire. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même pas normal que cette personne ne soit pas éditée alors qu'il y a une qualité objective dans ses livres. On a passé un contrat qui est un contrat moral et un contrat réel d'édition. Et on s'est chacun tenu à ce contrat, c'est-à-dire... et c'est un chemin, c'est la mode en ce moment comme expression, gagnant-gagnant, vous voyez. Absolument. Mais ça demande du sérieux, du travail, de la morale, ce qui est à peu près la même chose. La morale, effectivement, c'est de se respecter ses engagements, du sérieux, parce qu'il faut rendre les livres à l'heure. On a beaucoup aussi de gens à qui on verse des avances et puis on les revoit jamais. Ça existe aussi, ça nous arrive, il y a de la perte. Et puis, effectivement, tu peux être approché par des concurrents ou menacé par le système pour nous lâcher. Mon ancien éditeur qui n'a rien fait pour moi m'a relancé. Oui, maintenant. Oui. Je vous fais pas le geste obscène, vous l'avez compris. Oui, et après, c'est la fidélité, effectivement, de gens... parce qu'il y a des gens qu'on aide à décoller, puis une fois qu'on les a décollés, ils nous tournent le dos. Ça existe aussi. Mais quand on est sérieux,
à peu près travailleur, parce que l'air de rien tout ça est du travail, qu'on la joue collectif, et finalement qu'on fait tout ce que le système nous pousse à ne plus faire, hein, c'est-à-dire le respect de la parole donnée, la fiabilité, la constance, le travail, une certaine humilité, l'air de rien, c'est-à-dire l'humilité de faire tout ça, plutôt que de péter les plombs dans la mégalomanie délirante et d'écouter des chants des sirènes, eh ben, on y arrive un peu. Bonjour, salut à toi. Invitation donc à Nantes aujourd'hui. Est-ce que tu connaissais Nantes? Je connaissais pas Nantes, non. J'ai le plaisir de découvrir cette ville que je vais visiter ce soir, demain, profiter un peu de la Loire. Ouais. Et journée donc dédicace, entrevue avec le public directement. Qu'est-ce que tu en as pensé là Je fais le parallèle que j'ai à peine évoqué pendant la conférence. J'étais à la conférence de Zemmour à Lyon mardi. Et on voit sociologiquement la différence, quoi. À Zemmour, c'était très marqué petit bourgeois de droite. Là, je vois des gens divers, mais je me sens plus en phase avec cette population-là, on va dire. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas bien passé à Zemmour. C'est juste que c'était autre chose. Donc là, un contact chaleureux, je vois des gens plein de bon sens. Voilà, tout simplement. Que penser justement de ce public, parce qu'on voit énormément de monde, alors qu'en ce moment, on dit que justement ces gens, ce ne sont que des minorités. Toi qui as l'occasion justement d'aller dans quelques villes différentes, est-ce que tu penses qu'on est en phase avec ce qui est dit? Je pense que c'est une minorité de néo-nazis, c'est clair. C'est clair et net. Ils sont là, on peut pas filmer, mais ils ont tous le crâne rasé, ils ont tous des tatouages, des croix gammées partout. C'est la merde, la France est en péril, donc il faut vraiment... Il faut que Manuel Valls fasse quelque chose. Ça va pas flipper, je dis aux gens flippez. La France est envahie de néo-nazis. Mais non, c'est pas la minorité, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse, quoi. C'est des gens normaux, des gens de tous les jours. C'est la France, quoi. Je vais pas dire la France d'en bas, parce que c'est pas ça la France d'en bas, c'est la France. Bonjour, ma question s'adressera à Pierre Debrac. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le cercle Proudhon, son influence idéologique au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas? Enfin voilà, tout ça. Merci. Déjà, je suis très flatté de payer la politesse à tout le monde. J'avais pas T'es payé, toi? T'es venu avec moi ou... On se connaît? Du coup, j'en ai oublié la question. C'était le cercle Proudhon représentait les bases. Ouais. Tu dis que c'est ER, et puis voilà. C'est vrai que brutalement, dans la vidéo de présentation, on a mis un extrait d'une de mes vidéos où j'expliquais qu'à mon sens, ER, c'est le cercle Proudhon est l'ancêtre d'égalité et réconciliation. Mais je pense que c'était pas trop en faire de dire ça, puisqu'il y a des analogies concrètes, que ce soit en termes de valeurs, puisqu'on se retrouve plus ou moins sur les mêmes valeurs, en termes de dynamique, puisque le cercle Proudhon, c'était une union sacrée entre des militants de l'Action française et des militants du syndicalisme révolutionnaire, et recontextualisé en 2014, enfin dans notre période actuelle, c'est ce qu'on essaye plus ou moins de faire. Et ce qui est très très intéressant dans le cercle Proudhon et dans l'égalité et réconciliation, c'est de se rendre compte, puisqu'on est dans un contexte français, de se rendre compte qu'avec pile 100 ans, puisque le cercle Proudhon est mort en 1914, donc voilà, il y a pile un siècle, c'est de se rendre compte que finalement il parle et on parle des mêmes problématiques, déplacées dans le temps, mais finalement ce sont les mêmes ennemis, et les mêmes amis, les mêmes ennemis, les mêmes tendances, les mêmes valeurs à mettre en avant. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que ce sont les mêmes attaques, puisque le cercle Proudhon a subi des attaques, dans l'histoire, c'est considéré comme quelque chose de pré-fasciste, et ça tombe pas. C'est plutôt bon. Pour nous, dans notre mouvement, c'est plutôt bon signe de voir que ce cercle a été considéré ainsi, et c'est intéressant de voir toutes ces analogies-là. Ce qui est inquiétant, c'est que ce qui a mis fin au cercle Proudhon, c'est la guerre de 14. Ouais, c'est la guerre de 14. On est quand même aussi dans une période d'avant-guerre en ce moment. Et c'est pour ça qu'il faut en tenir compte pour nous. Qu'est-ce que tu as
Pensez donc tes impressions sur la journée. Super journée, super bien organisée. Merci à ER de Nantes et de pas mal des environs d'avoir bien organisé ça. J'ai rencontré plein de gens intéressants. C'est vraiment super de pouvoir partager plein d'opinions, plein de pensées avec d'autres auteurs et puis le public. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce format qui n'est pas une conférence, mais plutôt une discussion directe avec le public? C'est sympa parce que ça permet au public de poser directement ses questions et d'avoir une réponse plus précise et personnalisée. C'est pas mal comme concept avec les dédicaces ensuite. Un petit mot sur ton bouquin? Je sais pas, achetez-le. Non, c'est une histoire de vie avec le résultat de recherche d'une femme qui se posait plein de questions. Donc c'est une femme comme vous qui s'est posé des questions et qui a répondu et qui a eu envie de faire passer ça. Donc, voilà. Est-ce que tu as déjà eu des retours là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont interpellé, des féministes éventuellement? Non, en fait, les personnes qui sont les féministes entre guillemets ne veulent pas lire le livre. Donc à partir de là, c'est difficile de pouvoir en discuter. Est-ce que vous l'avez dédicacé éventuellement aux femelles ou bien des j'ai pas osé. J'ai pas osé encore. Ce serait une idée? Oui, ça pourrait. Mais j'ai intérêt à me planquer. Impression sur égalité et réconciliation, contre-culture? Super. J'ai été bien soutenue quand j'ai proposé mon livre. J'ai eu une belle aide aussi de plein de personnes. Merci à Contre-Culture d'avoir édité mon livre et de m'avoir bien aidé. Quels sont vos projets futurs? M'occuper de mon fils et faire d'autres enfants, voilà. Et m'en occuper. C'est un sacré boulot. De rien. Merci pour ta présence et puis on te dit à très bientôt. Merci. Oui, bonjour Madame Chauffet. Donc la question est à propos de votre livre, j'ai oublié le titre, L'effroyable imposture du féminisme. Donc je vous en remercie parce que je l'ai lu et il est de grande qualité. Par contre, il me semble que ce livre s'adresse plutôt aux femmes, en principe il devrait s'adresser aux femmes. Et moi, je n'arrive pas à convaincre ma femme de le lire. Donc ma question est la suivante. Pourriez-vous nous aider à trouver des arguments, donc pour nous, mari de bonne volonté, pour nous aider à convaincre nos femmes de le lire? Voilà. Les vidéos. C'est mignon. Oui, c'est pas facile, mais on souffle, c'est vrai que c'est une bonne idée. Peut-être lui montrer la vidéo que j'ai faite qui résume rapidement. Et bon, lui laisser traîner, je sais pas. Je sais pas trop. Lui offrir pour Noël. Oui, voilà, un cadeau pour Noël. Ou la forcer, carrément. Non, peut-être pas. Après, ça va vous retomber dessus et ça sera encore pire, je pense, donc c'est pas peine. On passe à une autre question. Ah, c'est pas bête ça. L'interdiction, ça donne envie d'aller voir. Ah, bravo. Bien, subtil. Salut Azim. Salut. Merci pour ta présence après notre invitation. Qu'est-ce que tu as pensé de la journée? Ma foi, c'était fort intéressant, super rencontre, bonne organisation et puis un échange plutôt sympa. Je ne m'attendais pas à avoir autant de questions et voilà, du coup j'espère que j'y ai répondu à peu près correctement. Est-ce que tu as aimé ce format-là? C'est-à-dire qu'il n'est pas une conférence directe, mais plutôt un échange direct avec le public? Pour ce qui me concerne, ça me convient mieux qu'une conférence, parce que moi j'ai rien de spécial à dire, j'intellectualise pas tout. Je peux pas avoir un discours sur 2 heures en expliquant qui je suis, ce que je fais, parce que j'ai rien de spécial à raconter. Par contre, les échanges sur des petites pratiques et des petites questions liées à mon retour à la Terre et au dessin, ça permet un échange, notamment sur les pratiques que j'essaye de mettre en place depuis 3 ans, notamment sur l'élevage de poulets ou la culture en fait, de moyens de subsistance. Je vois que tu es un touche-à-tout à peu près. Oui, je suis un hyperactif. Ouais.
Donc ce n'est pas que du dessin donc Azim. Non, c'est pas que du dessin. J'ai une entreprise de création graphique, donc je fais du dessin par ailleurs pour des entreprises en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai 5000 m² de terrain, donc ce qui représente aussi un travail. Je suis salarié par ailleurs dans le domaine de la médecine. Et il y a encore peu, j'étais adjoint au maire lors du mandat précédent. Et comment tu as appris tout ça? Est-ce que tu as fait des formations spécifiques ou bien Je suis plutôt un autodidacte en fait, que ce soit en dessin ou dans l'ensemble des choses que je fais. J'aime bien me renseigner, essayer de poursuivre les investigations et surtout de pratiquer en fait, parce que c'est à mon sens par la pratique et notamment c'est ce que j'ai constaté, que ce soit pour la permaculture qui n'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, hein. Ça fait que 3 ans que je fais des tests, ça n'est qu'à l'étape des tests et voilà, j'essaye par la pratique de tester et d'approuver éventuellement ou d'essayer de bifurquer. Oui, bonjour. Alors moi je suis à la base illustrateur et photographiste, donc collègue de fonction. Toi aussi tu es illustrateur et photographiste. Donc moi j'ai une question qui est en fait 2 questions en une. C'est par rapport déjà à la collaboration avec Contre-Culture sur ce qui est l'album qui est sorti sur Slurp. Je voulais savoir dans un premier temps comment ça s'était déroulé au niveau rouage du fonctionnement du processus créatif sur cet album, et puis savoir aussi dans un deuxième temps s'il y avait des projets futurs, aussi toujours avec Contre-Culture, par rapport que ce soit seul ou en collectif avec peut-être d'autres artistes. Voilà. Alors pour les projets, pour l'instant, je vais passer à la deuxième question et après je viendrai à la première. Mais la deuxième question, pour l'instant, il y a déjà Slurp. On va voir de quelle manière le petit escargot continue à vivre. Je suis dans les dessins de la semaine, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un autre volume qui sorte ou pas, le Slurp sera toujours présent puisqu'il est présent régulièrement toutes les semaines. Et la première question, donc pour l'instant, il n'y a pas de projet particulier. Il y a l'Almanach, effectivement, il y a l'Almanach qui sort. Tu voulais préciser la question ? Oui, pour la première question, en fait, c'est le fonctionnement de comment c'est le processus. Alors, le processus créatif, c'est que donc je cherchais pour les dessins de la semaine, justement, je cherchais un petit personnage triptyque type le chat qui est connu du Luc ou quelque chose comme ça. J'ai fait pas mal de petits croquis et dans le jardin, là où je suis, en Bretagne il pleut beaucoup, il y a aussi pas mal d'escargots. Donc je suis tombé sur cette petite bête-là, je l'ai croquée et a priori directement il y a eu des bons retours. Donc l'idée pour moi c'était de synthétiser des choses que j'étais beaucoup inspiré quand on se pose avec ma femme dans le canapé et qu'on regarde, que ce soit Marion ou Alain, quand on regarde plein d'autres conférences, on prend vraiment notre plaisir parce qu'on découvre plein de choses, mais moi ça me nourrit énormément pour un petit Slurp. Et ce qui me fait plaisir, c'est de synthétiser des choses qui peuvent être assez complexes pour des gens qui viennent tout juste de découvrir ou de s'éveiller un peu à des choses. Je me disais que par le biais d'un petit escargot en 3 vignettes, quelque chose de simple, y compris pour les enfants ou pour les adultes, ou pour ceux qui ont très bien compris aussi d'ailleurs, qui permet de synthétiser et de dédramatiser, parce que je pense qu'on en est tous là, avec des gens de sa famille ou des amis, il y a des incompréhensions sur le chemin qu'on prend parfois dans la dissidence. Donc parfois en leur amenant des petites blagues, les choses passent. Voilà. Donc l'idée c'était de faire ça. Et puis avec Zéon, que je connaissais par ailleurs depuis plusieurs années auparavant, par mail, on échangeait régulièrement sur nos dessins. Moi je faisais une bande dessinée à l'époque sur Boucher Bête, sur le 11 septembre, que j'ai étudié pendant plusieurs années. Et donc avec Zéon, on a réfléchi à monter ensemble avec Contre-Culture. Donc je suis désolé, il est plein de coquilles, celui-là, c'est le seul que Contre-Culture aime en coquilles. C'est parce que sinon ça aurait été une limace en fait. C'est plein de coquilles en escargot. Mais donc voilà, c'était l'idée de faire un recueil et de voir comment les gens allaient réagir. Pensé de cette journée, Marion? Alors moi je suis très contente. D'abord j'ai bien aimé comme d'habitude les prestations d'Alain, mais enfin ça c'est ni un scoop ni très original, mais j'aime bien la formule, c'est-à-dire de nous permettre de rencontrer les lecteurs. Puis alors cette séance de dédicace, c'est très émouvant. Moi je suis toujours, depuis que je connais Alain et que j'ai rejoint Égalité et Réconciliation, je prends des grandes bouffées d'amour et j'aime bien. J'aime ça. Donc ce format qui n'était pas
une conférence publique. Non, c'est bien, c'est bien. T'as bien aimé. Oui, c'est bien parce que c'est rencontrer les gens. Moi, ce que j'aime bien, c'est rencontrer les gens. Qu'est-ce qui nous fait tellement souffrir dans la situation actuelle? C'est l'isolement les uns des autres. Et tout ce qui peut donner l'occasion de rencontrer les gens, pour moi, c'est du bon, c'est du positif. C'est ce que disait Alain tout à l'heure, ça fait sortir les gens de la virtualité. Hein, des gens qu'on connaît que parce qu'on les a vus en vidéo, c'est pas ça. Et c'est toute l'émotion que je reçois de tous ces gens qui viennent me voir et qui apprécient ce que je fais. Pour moi, c'est du bonheur en concentré, quoi. Donc ces gens qui sont appelés par nos politiques, nos médias mainstream comme minoritaires aux populations d'extrême extrême sûrement, oui, extrême, oui, ça doit être ça. Extrêmement sympathique. Voilà, extrêmement sympathique, surtout puis en recherche, en interrogation. Moi j'ai l'impression que c'est une tellement belle France que je rencontre ici. Moi je suis foncièrement patriote, ça me tient à cœur depuis longtemps. Et chaque fois que je vais comme ça à la rencontre de mon public, je suis encore plus fière d'être française. Je dis, elle est belle la France profonde. Et la place du livre, forcément? Le livre, c'est je ne peux pas passer une journée si j'ai pas lu un chapitre de quelque chose. Parfait. Au moins un chapitre de quelque chose. Et ta BD? Ah, j'ai une belle BD, hein. T'as vu ça un peu, une belle BD. J'ai rencontré un dessinateur absolument adorable, très sérieux. D'abord, il a un très beau dessin, en plus il est sympa, en plus il est AER. Il a beaucoup de qualités, ce jeune homme. Il a une femme tout à fait charmante, il a 2 beaux enfants. C'est vraiment j'espère que c'est une collaboration qui va durer bien longtemps. Voilà. Bonjour, donc ma question va rester dans le même domaine, ça va être pour Madame Sigaud. C'est de savoir, sans parler des conflits actuels, quel est votre investissement maintenant, justement, dans votre combat pour l'enfance, la pédophilie, la dénonciation de la pédophilie, et vos rencontres avec Madame Judith aux États-Unis. Judith Reisman. Le souci que j'ai avec Judith Reisman, c'est la difficulté de trouver une traduction, c'est-à-dire un financement. Donc j'ai plusieurs pistes, je ne peux pas vous dire où on en est pour le moment, c'est simplement en cours. Voilà. J'espère que ça aboutira, je peux rien promettre. Voilà. Par contre, tu pourrais dire un peu qui est Judith Reisman Judith Reisman est cette américaine qui, à partir d'un drame personnel, a découvert dans les années 1980, je crois, elle habitait en Israël à l'époque, et en plus de ça, elle a été amenée en Israël à participer à un grand colloque sur la libération sexuelle qui lui a fait dresser les cheveux sur la tête et qui lui a bien fait comprendre où était l'ennemi. Elle a découvert ce que c'était que le grand marché mondial du sexe, de la pornographie et de la mise de la sexualisation précoce des enfants et en fait de la marchandisation du sexe, parce que c'est là que nous en sommes. Et ce qu'a découvert Judith Reisman, c'est que la source de ce malheur qui est en train de... Enfin, je réponds aussi un petit peu à monsieur, là. Qu'est-ce que c'est que le mariage homosexuel? Ça n'est jamais que la suite de la marchandisation et de la banalisation du sexe qui avait, dans l'ancien temps, il n'y a pas si longtemps, une fonction sacrée à la fois de reproduction et d'amour, et qui maintenant est devenue une activité de loisir qu'on vous enseigne à l'école avec les pires détails, sans aucun respect pour la pudeur des enfants. Donc pour revenir à Judith Reisman, elle a découvert, à partir de ce drame personnel qui était le viol de sa fille, qu'un certain monsieur Kinsey avait, à la fin des années 1940 et au début des années 1950, totalement détruit l'image que l'Amérique avait d'elle-même en faisant accroire, à partir de travaux pseudo-scientifiques, que la vie sexuelle des Américains n'était pas du tout ce que les Américains croyaient, mais qu'en fait, il n'y avait pas un homosexuel sur 100 hommes, mais 1 sur 10, que la plupart des femmes avortaient à tire-larigot, que les hommes allaient voir les putes. Enfin, il a dressé une espèce de portrait apocalyptique de la vie amoureuse des Américains, qui a renvoyé aux Américains une image d'eux-mêmes absolument choquante, mais qui était totalement faussée, totalement fabriquée. Totalement voulu. C'est-à-dire, ce qu'a fait Kinsey, c'est de faire croire aux Américains qu'ils n'étaient pas ce qu'ils étaient. Et en imposant cette image d'eux-mêmes aux Américains, il a profondément transformé
et également les mœurs, la révolution sexuelle, c'est lui, la libération des homosexuels, c'est lui, la gay pride, c'est lui, tout ça c'est lui. Et ce qu'il faut, qui est important de savoir, et si Judith Reisman a pris conscience de ça, c'est pas pour rien, parce qu'elle était d'une famille de militants communistes, donc elle a eu une vision des choses qui lui a permis de comprendre ça. Tout ça, c'était financé par la banque. C'est-à-dire qu'elle a mis pratiquement à jour une espèce de complot international financé par Rockefeller et tout ce qui tourne autour, de détruire la moralité publique occidentale pour détruire l'Occident, détruire la famille, détruire les enfants. Voilà. Au service du marché. De mettre la famille au service du marché. Ça répond tout à fait à la question de monsieur tout à l'heure. Les enfants sont devenus un enjeu de marché, le sexe est devenu quelque chose qui va s'acheter, qui va se vendre. Qui s'achète et qui se vend. Hein. On n'est pas tous obligés de passer par là, et loin s'en faut, mais en tout cas pour ceux qui veulent s'acheter du sexe, à présent c'est rigoureusement disponible. Donc le travail de Judith Reisman est absolument essentiel. Elle a été mise à l'écart pendant 30 ans. Alors ça, 30 ans, c'est un chiffre qui me parle parce que moi, pendant 30 ans, j'ai été totalement mise sous le boisseau. Elle est plus âgée que moi, c'est une dame maintenant qui a à peu près 80 ans. Elle a une œuvre absolument essentielle, très très importante. Elle est attaquée violemment par tous les lobbies, notamment les lobbies homosexuels. Elle s'est fait traiter d'antisémite. Alors ça, c'est le plus drôle, c'est pas passé dans la vidéo, mais enfin elle est juive, hein, toute sa famille, à part ses parents, toute sa famille a disparu pendant la guerre, et elle s'est fait traiter d'antisémite. Elle adore ça. Alors là, quand je lui ai raconté qu'on traitait Alain d'antisémite, elle m'a dit « je connais la musique, vous inquiétez pas ». Donc elle est restée totalement isolée, mais vraiment isolée, combattue par les lobbies pendant 30 ans, et elle a fait une rencontre exceptionnelle par l'intermédiaire d'une journaliste croate. L'année dernière, une journaliste a voulu faire un reportage télévisé sur l'Institut Kinsey, et qui était le fameux Kinsey. Alors Kinsey, le faussaire, le menteur, là, il est mort dans les années 60. Je vous raconte comment, il s'est arraché les testicules et il en est mort. Voilà, on racontait qu'il avait fait une crise cardiaque, ça a peut-être déclenché une crise cardiaque, je ne sais pas, mais en tout cas il est bien mort de pratiques sexuelles extrêmes et complètement délirantes. Une mort héroïque. Pardon ? Une mort héroïque. Une mort héroïque. On en a fait une espèce de héros, il y a des films. Il y a eu un film hollywoodien sur lui qui présente ses ennemis, alors ça va vous rappeler quelque chose, qui présente les gens qui le combattent comme d'affreux réactionnaires, qui n'aiment pas l'amour, qui ne veulent pas baiser, etc. Alors que lui, il prône l'épanouissement et tout. C'était un pédophile, hein, c'était un pédophile qui ne sait. Les observations qu'il a fait pour parler de la sexualité des enfants étaient des viols et des tortures sur des enfants, y compris des nouveau-nés. Judith Reisman a mis tout ça à jour. Son livre, bien évidemment, n'est pas traduit en français, il est traduit en croate, parce que cette journaliste croate a fait un reportage sur l'Institut Kinsey qui a déclenché un tollé général en Croatie du ministère de l'Éducation, du ministère de ceci, du ministère de l'Europe et tout ça et tout ça. Et cette journaliste a fait venir Judith Reisman, qui a été reçue comme une reine par la population et par une certaine Croatie catholique qui tient à ses racines, qui tient à sa tradition. Et Judith Reisman est sortie comme ça de cet isolement dans lequel elle a été pendant si longtemps, et voilà, et j'aimerais que nous puissions, alors je ne peux pas vous dire exactement où on en est, mais vraiment la suite du combat, pour ce qui me concerne, c'est de réussir à publier Judith et à la faire venir si on pouvait. Et une fois de plus, une question d'argent. C'est que le bouquin fait 800 pages, je crois. Enfin, c'est un gros 800 feuillets, disons, il fait 300 pages. Économiquement, on n'a pas les moyens de payer une traduction au tarif. Voilà. Donc, c'est souvent, on cherche des traducteurs bénévoles d'ailleurs, mais c'est pas évident une traduction bénévole de qualité. Et puis nous, le principe, c'est de payer tout le monde. Voilà. Donc pour l'instant, on ne peut pas éditer ce bouquin-là, par exemple. Mais il y a des tractations en cours, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais j'ai bon espoir, et de toute façon, si ça ne marche pas ici, ça marchera ailleurs. Quand on parlait de Kinsey qui torture des nouveau-nés, il faut voir que dans ces études publiées, qui ont d'ailleurs choqué personne, à un moment donné, par exemple, ces études consistent à voir combien d'orgasmes peut avoir un nourrisson dans 24 heures. Et on voit par exemple qu'ils font avoir un orgasme forcé à un nourrisson 23 fois. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter, de masturber de force un nourrisson pendant 24 heures 23 fois. C'est de la torture sur enfant. Et surtout,
qu'est-ce que ça amène d'un point de vue scientifique? C'est ça la question. Et n'empêche que Kinsey nous a été présenté, même moi, quand j'avais 25 ans en sociologie, comme un chercheur courageux et sérieux qui avait osé étudier sociologiquement et scientifiquement un domaine obscur et interdit par les églises, etc., qui était la sexualité. En fait, c'est ça qu'on croyait, c'est ça que j'ai cru aussi, et donc c'était considéré comme un héros de l'émancipation du monde occidental et donc de l'Amérique. Et en fait, l'intérêt du travail de Judith, là, c'est de se rendre compte que le mec était un psychopathe, mégalomane, pédocriminel, pédophile, mythomane, financé par la fondation Rockefeller. Absolument. Homosexuel et il est mort en s'arrachant les couilles, parce qu'il se pendait par les couilles régulièrement, parce que c'est comme ça qu'il arrivait, je crois, il en était arrivé à ça comme manière d'accéder au plaisir, et il est mort d'une infection, d'un déchirement des testicules. Voilà. Et n'empêche que ça, c'est dans la culture officielle occidentale, aujourd'hui, c'est considéré comme un des piliers et un des héros de la modernité, vous voyez. Et il y a moins de 10 ans, un film de fiction sur avec Liam Neeson sur lui. Voilà. C'est quand même c'est un très très bon révélateur de toujours chercher qui finance, et on tombe toujours sur les mêmes assez facilement. Et moi je prends pour le cas du Cercle Proudhon par exemple, ce qu'il faut se demander c'est qui on met en avant, parce que des détraqués il y en a partout. C'est pourquoi on met ces gens-là en avant plus que d'autres personnes, par exemple des gens plus sérieux comme nous par exemple. Et ça, c'est un exemple concret pour Kinsey. Pour le Cercle Proudhon, on a mis en avant Ziv Sternheim qui a donné la version officielle. Et il faut toujours se demander pourquoi on nous donne ça à manger, à consommer, plus qu'autre chose. Donc toujours chercher les financements, remettre en doute. On peut élargir le sujet actuellement, pourquoi on entend parler autant de Zemmour, du suicide français et compagnie, par exemple. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais à sa conférence à Lyon mardi. J'ai assisté à la conférence d'Éric Zemmour, donc je peux vous dire qu'ils ont des moyens. Et, bon, on a des moyens aussi aujourd'hui, c'est bien, mais ils ont des moyens. J'ai vu que sociologiquement, c'était quand même très caricatural, donc c'était très de droite bourgeoise UMP. On a essayé de poser des questions, j'étais là-bas avec des camarades. Ça n'a pas été possible parce que ce soir, aujourd'hui, on est dans un débat plus ou moins, un débat ouvert, libre. À Zemmour, les questions étaient filtrées par écrit. Donc on a écrit nos questions et évidemment elles n'ont jamais été vues. Donc se demander pourquoi et comment il a autant la parole et pour délivrer son message. Encore une chose sur Kinsey, l'Institut Kinsey qui existe encore à l'heure actuelle est reconnu comme d'utilité publique par les Nations Unies et il promeut la théorie du genre. Voilà, donc l'Institut Kinsey, c'est l'Institut pour l'étude du sexe, du genre et de la reproduction. Et tous les délires absolument insensés de Madame Belkacem sont à rechercher dans les théories de Kinsey. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un pédocriminel à l'origine de toute la politique sexuelle, y compris le mariage gay et tout ça et tout ça. Ne vous faites pas d'illusions. Les lobbies homosexuels sont nés directement des travaux d'Alfred Kinsey dans les années 50. Il y a une filiation dans tout ça. Et Judith Reisman, voilà, j'espère pouvoir vous présenter son bouquin un jour prochain. Voilà.